Mon nom, c'est Jean-François Leblanc. Ici, on parle de l'humain d'abord avec Brice. Ici, on parle de l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain avec Brice. Brice, c'est l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain d'abord. Ici, on parle de l'humain d'abord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir dans le cadre du podcast L'Humain d'abord, un être humain que je connais depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans par là. C'est un humain que j'ai le privilège de rencontrer au quotidien, plus ou moins, mais au moins toutes les semaines, on se voit. J'aime les valeurs qu'il porte, j'aime ce que je découvre de lui. C'est vraiment un humain au sens propre et au sens large du terme. Et aujourd'hui, on va avoir un excellent moment pour davantage creuser, voir cet humain-là, ce qui est à l'intérieur. Vous savez ce qui se passe sur le podcast L'Humain d'abord. Et donc, c'est pas comme vous le savez, c'est pas du journalisme, c'est une conversation où on va aller chercher, vous comprendre l'humain derrière le professionnel, derrière l'entrepreneur qu'on a devant nous aujourd'hui. Un mentor exceptionnel. En tout cas, je vous en dis pas plus. Comment tu vas, Jean-François? Très bien, toi. Ça va, je vais super. Je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Je suis content d'être ici. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est moi qui te remercie parce que je sais que tu es très occupé, tu es très sollicité entre ton travail, tes activités bénévoles, etc. Tout ça, mais tu as trouvé le temps de venir ici. Écoute, l'équipe et moi, on est vraiment contents de t'accueillir dans notre espace et je suis convaincu qu'on va avoir un excellent moment en tant qu'humain. Ça me fait plaisir, puis je suis convaincu aussi. Excellent, good. D'entrée de jeu, la question que je vais te poser, c'est quand la dernière fois que tu as rencontré un humain, toi? J'en rencontre à tous les jours. OK. En tout cas, j'essaie d'en rencontrer à tous les jours. Aujourd'hui, avec le télétravail, on est plus confinés chez nous en arrière des écrans. Mais une des choses que j'aime dans mon travail, c'est aller rencontrer des humains dans leur entreprise puis les aider avec ça. OK, Je fais à génial. tous les jours. OK, good. Donc, la dernière fois où tu as rencontré un être humain, c'était quand tu travaillais ou c'était maintenant tout de suite? Est-ce que je suis un humain ou pas? Maintenant, oui, maintenant tout de suite. C'est sûr. En rentrant ici, j'ai rencontré ton équipe. Puis hier soir, ma conjointe avait une amie à la maison, donc une humaine. Parfait, excellent. Cette question, je commence toujours par ça, ça déstabilise un peu parfois les invités, là, parce que la dernière fois où j'ai rencontré un humain, mais ce que je vais chercher là, c'est parfois de dire, si l'invité va dire, mais toi, je viens de te raconter un instant, là, c'est toi le dernier humain que j'ai rencontré avec qui je suis. En tout cas, merci beaucoup de te prêter au jeu. Si je te disais, Jean-François, pour toi, c'est quoi ta définition de l'humain? Ben, l'humain, c'est les hommes, les femmes, c'est les êtres qui marchent sur cette terre, qui sont pas les animaux, mais les humains. Donc, il y en a de toutes les catégories. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Ouais. Mais je pense qu'au bout de la ligne, on a tous un bon fond. Des fois, on a eu des difficultés ou des défis qui ont fait qu'on a différentes façons d'être, mais on est tous des humains. Ben, génial, ben, génial. Et puis, de ce point de vue-là, effectivement, pour moi, l'humain, c'est un être spécial. Je suis croyant, je crois en Dieu. Je crois que l'humain a été créé par Dieu pour avoir un certain impact au niveau de la création aussi, parce que en tant que chrétien, je pense que l'être humain a été créé par Dieu à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour créer lui aussi, créer un impact, apporter des choses. OK, génial. Et à ton avis, selon toi, c'est quoi les forces que tout être humain a de façon générale, quoi? Quelle est la particularité, contrairement aux animaux ou aux arbres ou aux plantes, à ton avis, tu dirais que c'est quoi les forces que l'être humain a? Ben, premièrement, on marche debout, ce qui nous a donné un avantage concurrentiel avec les animaux. Deuxièmement, on a des mains qu'on peut utiliser, des outils, des objets. Donc, ça aussi, ça nous a aidé. Puis, on a surtout développé notre cerveau pour être capable de développer des outils dans un très court laps de temps. On a développé beaucoup d'outils dernièrement, puis ça va de plus en plus vite. On le voit avec l'intelligence artificielle, la cybersécurité, tout ce qu'on met en place. Mais c'est parce qu'on est des humains qu'on a su apprendre, on a su évoluer, on a su... pas toujours de la bonne façon. Hein? On a fait
quelques erreurs, on en fait encore, mais je pense que c'est ça qui nous différencie des animaux, c'est d'avoir su apprendre, évoluer et apprendre de nos erreurs et essayer de faire mieux. Ouais, génial. J'aime beaucoup ce point-là, surtout la dimension d'apprentissage et d'évolution, parce que ça fait vraiment partie des éléments qui font notre force. Et en tant qu'être humain, tu es un professionnel de tout ce qui est IT. On fera le lien tout à l'heure quand on va progresser dans ce podcast. Et en tant qu'être humain, pour toi, comment est-ce que tu perçois l'avancée et la présence de tout ce qui est robot, intelligence artificielle, tout ce qui est artificiel et qui n'est pas humain et qui pourtant est dans notre quotidien? Comment est-ce que tu perçois ça? Moi, j'adore ça. Je suis vraiment dans la technologie. Je dis à la blague souvent que je parle plus à ChatGPT que je parle à ma conjointe. Donc, puis, je regardais les robots de Tesla qui s'en viennent, qui vont aider avec les tâches ménagères. Moi, j'ai hâte. Ça fait longtemps que j'ai hâte. Quand j'étais petit, j'écoutais des. J'ai toujours. Moi, j'étais un Trekker. J'ai écouté Star Trek toute ma jeunesse, Star Wars. Donc, je crois beaucoup qu'il y a d'autres vies, qu'il y a d'autres êtres. Ça se peut pas que dans un système gros comme dans lequel on vit, qu'il y a juste nous autres. Donc, puis c'est ça. Moi, je suis vraiment stimulé par ça. Ok, moi, je regarde ça quand même avec une certaine méfiance. En ce sens que pour moi, tu sais, par exemple, quand j'ai l'iPhone depuis très très longtemps, peut-être l'iPhone 2, l'iPhone 3 à l'époque, mais j'ai jamais, quand Siri a été introduit dans l'iPhone, j'ai jamais utilisé, par exemple, Siri. Mhm. Je trouve que c'est un peu trop intrusif, je trouve que c'est trop présent. Et je regarde ce qui se passe là avec une certaine méfiance. Oui, c'est bien, ça permet d'accélérer, d'être un peu plus productif. Des choses que le robot peut faire, ben, tu consacres ça au robot et puis tu peux aller faire autre chose. Donc, ça te permet d'accélérer, d'être un peu plus productif. C'est une bonne chose. Mais quel est, à ton avis, quand tu observes un peu comment est-ce que les choses avancent, à la vitesse à laquelle les choses avancent d'un point de vue tout ce qui est intelligence artificielle, avec ton regard d'expert de tout ce qui est technologie IT, ben, est-ce que tu ne penses pas que les humains courent quand même un risque, notamment, ça c'est ton expertise, tout ce qui est sécurité informatique? Est-ce que les humains qui interagissent avec ces outils-là et tout ne courent pas un certain risque quand même? Est-ce qu'ils ne sont pas exposés à des risques? À toutes les grandes avancées technologiques, il y a des gens qui ont sorti en disant qu'il y avait un risque. Tu sais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, les calculatrices n'étaient pas disponibles dans la salle de classe. Tu sais. Puis aujourd'hui, à un moment donné, quand ils ont commencé à avoir des calculatrices abordables, ben là, les parents disaient ben, ça n'a pas de bon sens, les jeunes ne sauront plus calculer, ils sauront plus calculer. Mais si tu sais comment utiliser l'outil, moi, je connais des comptables qui prennent une calculatrice, puis ils sont très, très, très efficaces avec une calculatrice. Ils ont appris comme ça. Alors que la génération avant avait appris à calculer dans leur tête sur du papier. Je pense qu'un outil technologique, tu as deux choix. Soit que tu l'utilises, mais essayer de se battre contre, ça ne donne rien parce qu'au bout de la ligne, la masse va finir par l'adopter. Les télévisions, ça a été la même chose. Les autos électriques, ça a été la même chose. J'ai un auto électrique, moi, depuis 2016. Puis au début, quand j'en parlais aux gens, les gens disaient oui, ça n'a pas de bon sens. Tu vas manquer d'électricité, tu ne peux pas te promener avec une rallonge. Puis il y avait tellement de méconnaissances. Puis je suis content que dans les 10 dernières années, les gens ont réalisé que non, finalement, c'est pas une menace, puis c'est pas plus pire de manquer d'essence que de manquer. Ben, un petit peu plus pire de manquer d'électricité que de manquer d'essence, mais c'est quelque chose qui se prévoit et qui se contrôle. Tu sais, Ouais. donc, puis aujourd'hui, avec les autonomies des véhicules. Fait que moi, je pense qu'il faut embrasser la technologie, il faut aller en avant, mais en même temps avec une prudence, il faut se renseigner avant d'utiliser. Ouais. Moi aussi, j'ai désactivé mon OK Google dans mon téléphone. Moi, j'ai un téléphone Android parce que je sais que ces compagnies-là nous espionnent, enregistrent les informations, vendent les informations. Et oui, moi aussi, je l'ai désactivé.
Sauf qu'en même temps, je pense que c'est une. Tu sais, ChatGPT, j'y parle régulièrement, là. Ouais. Fameux GPT. OK, good. Um, l'humain d'abord. L'humain d'abord, on va aborder un aspect maintenant qui est lié à tes valeurs. Quelles sont les valeurs en tant qu'humain qui te drive, qui guident tes choix au quotidien? C'est quoi? Ma valeur de base, ça a toujours été pas mal le respect. Moi, je pense que si je veux me faire respecter, il faut que je respecte les autres. Puis à chaque fois que je veux faire quelque chose, je me dis tout le temps, est-ce que j'aimerais ça me faire ça ou est-ce que c'est la façon respectueuse d'agir? Je pense que si tout le monde se respectait constamment, le monde serait meilleur. Euh, Fait qu'il y a d'autres choses que j'utilise aussi. Le professionnalisme. Je pense que quand on est en affaires, c'est important d'être professionnel, de bien faire des choses. Je pense beaucoup à autrui avant de penser à moi-même. Je trouve que c'est une qualité qui est importante. Je suis soucieux de l'environnement, j'essaie de faire ma part. Fait que, je pense qu'humainement, on peut tous faire quelque chose pour s'améliorer, améliorer son environnement, puis améliorer la vie des gens autour de soi. Génial, génial. Et puis, je te demanderais d'où te vient, par exemple, l'une de tes valeurs, le respect d'autrui. Tu penses que le respect peut avoir un impact considérable sur les vies. Si chacun respecte chacun, ben le monde va mieux se porter. D'où te vient ça? Est-ce que ça devient de tes parents? Comment est-ce que tu as adopté cette valeur-là? Un jour, j'avais un événement, puis il fallait que je choisisse plusieurs qualités pour les écrire sur un panneau en arrière. Et j'ai réalisé que une fois que j'avais écrit respect, le respect, toutes les autres qualités étaient incluses dans le respect. Fait qu'au bout de la ligne, je n'avais plus besoin de 3, 4, je n'avais besoin juste d'un. Si tu es respectueux, tu vas faire attention à ton environnement. Si tu es respectueux, tu vas pas parler dans le dos du monde. Si tu es respectueux, tu vas. Puis là, je me suis rendu compte que tout était inclus dans le respect. C'est devenu ma valeur de base, ma valeur cible, ma valeur, mon code de conduite. Ouais, ok, génial. Et est-ce qu'il y a des moments où, dans ta vie, tu as vu peut-être ta vie professionnelle ou ta vie strictement personnelle, est-ce il existe des moments où tu as eu l'impression, le sentiment que le respect a joué en ta faveur, t'a aidé à avoir quelque chose? Régulièrement. Ok. Une petite anecdote, un petit exemple, ce qui te vient à l'esprit? Ben, je fais partie de plusieurs regroupements de gens d'affaires. Puis dans les regroupements de gens d'affaires, on fonctionne sur le principe de donner pour recevoir. Donc, si tu penses aux autres, tu donnes aux autres, tu penses aux autres, ben c'est normal qu'éventuellement, les gens finissent par penser à toi et à te donner aussi. Euh, Moi, justement, quand ma conjointe, elle essaie elle était avec une amie hier soir, puis il patinait, puis à un moment donné, ils m'ont demandé mon opinion, puis ma conjointe a répondu, il se prononcera pas. Je ne patine pas, je ne parle pas des autres. En tout cas, surtout quand ils sont pas là. Ouais, ouais. Fait que ça, je trouve que c'est une grande qualité, puis ça vient du respect. J'aimerais pas que les gens parlent de moi quand je suis pas là. Ouais, ouais. Mais le courage de me le dire d'en face. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Ouais. Mais est-ce que le courage ne fait pas partie de tes valeurs? Est-ce que le courage en tant qu'humain ne fait pas partie de tes valeurs finalement? Oui, je me considère courageux. À plusieurs niveaux. Niveau technologique, au niveau sportif aussi. Je suis un gars je pratique du kitesurf, j'ai fait du parachute, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai fait de l'escalade, j'ai piloté des avions, j'aime du bungee, j'aime vivre, j'aime faire des choses. Et c'est ça. Donc, je pense que ça prend un peu de courage parce qu'il y a beaucoup de gens que tu leur dis bungee, puis non, je veux pas, mais t'en as déjà fait. Mais non, mais je veux pas parce que j'ai peur. Mais oui, mais tu sais pas c'est quoi. Faut te renseigner. Ben justement, j'ai envie de te demander, c'est quoi le bungee? C'est quand tu sautes en bas d'une structure avec un élastique attaché après ta taille ou tes pieds. Oh my God, juste à y penser, là, je suis mort, là, mon cœur bat à une autre vitesse maintenant.
J'ai souvent vu ça, effectivement. Des gens qui. Non, je ne Non? ferai pas ça. Non. J'ai des jeunes enfants, je vais les voir vivre, je vais les voir grandir, je vais vivre pour voir mes enfants grandir. Je ne prendrai pas le risque, mon Dieu. Ben, Oui. ici, à Gatineau, on a la carrière Morrison, OK. qui est un des plus hauts sites de bungee en Amérique du Nord. OK. Puis c'est sur une grue au-dessus d'une carrière, Ouais. mais en bas, il y a de l'eau. Non. Non. C'est pas assez. Non. Je prendrais pas le risque, mon Dieu. Non. Waouh. Mais oui, mais définitivement, ouais, ça veut dire que tu es vraiment courageux. Tout ce que tu fais, t'as piloté, tout ça, c'est vraiment ouais, ça prend de courage. Et puis, je pense que l'humilité aussi, pour le peu que je connaisse de toi, que je sache de toi, Jean-François, tu as une certaine humilité aussi. Je pense que ça fait partie de tes valeurs. Et eu égard à, à ton parcours quand même jusqu'ici, à ce que tu as fait, tu sais, moi j'étais dans la salle lors lors du gala de la Chambre de commerce et tu as été le mentor de l'année, applaudi, plébiscité, célébré par 1000 personnes dans la salle. Et ça veut dire que tu as quand même un certain impact, mais tu gardes toujours une certaine réserve. D'où te vient ça, D'où me vient l'humilité, c'est... Je pense que j'ai vu des gens qui n'étaient pas humbles et je trouvais que c'était un peu fatigant. Ouais. Donc, en se gardant une petite gêne, je trouve que ça fatigue moins les autres. Donc, par respect, je ne veux pas fatiguer les autres, donc je vais essayer de me garder une petite gêne. Mais en même temps, il faut reconnaître les bons coups qu'on fait, puis il faut être capable de les célébrer. Donc, c'est sûr que je les ai partagés, j'en parle. Je l'ai mis sur mon compte LinkedIn, que j'avais eu cette Reconnaissance, là. reconnaissance-là, mais pas trop. Mais écoute, pour moi, tu sais, je te comprends et je respecte ça. Et pour moi, je pense que tu as bien fait, par exemple, de le faire savoir. Tu as bien fait parce que tu inspires d'autres. Tu sais, si une lumière brille dans un trou, là, tu sais, il y a bien nombre de personnes qui vont se casser le pied dans un trou parce qu'il y a, ou bien rater la marche parce qu'il fait sombre. Mais si toi, tu as une lumière, tu éclaires une lampe sur le chemin et puis ils peuvent éviter de se casser le pied et puis poser le pied comme il faut. C'est un peu comme ça que moi, je vois la partie communication, le fait de ce que parfois certains peuvent percevoir comme étant du self-pride, se faire voir et tout. Moi, je vois ça la plupart du temps comme de l'inspiration. Parce que les gens, tu sais jamais ce que tu présentes aux gens, tu sais jamais ce qu'une publication que tu fais, quelque chose que tu as réalisé peut apporter à quelqu'un qui te voit faire. Naturellement, on sait que bon, l'être humain, on parle de l'humain d'abord. Il y en a qui ont de la jalousie, qui ont du ressentiment et tout ça, ça existe, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a plus de bonnes personnes, des personnes qui accueillent ça favorablement que des personnes qui sont moins favorables. On parlait de tes valeurs. Je vois que le respect vient beaucoup. Il y a le courage, il y a l'humilité. Euh, Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir de la colère, par exemple? C'est très rare. OK. Ça fait 15 ans que j'étais avec ma conjointe, puis je pense qu'elle m'a jamais vu fâché. Vraiment fâché, là. Wow. Pas qu'on chicane pas, mais fâché, là, non, c'est très rare. Wow. J'essaie de me contenir, mais non, je suis pas quelqu'un qui est très colérique. Ouais, très colérique, effectivement, non. Mais se mettre en colère, c'est par exemple en 15 ans de relation, ne pas avoir eu de colère où tu claques la porte, tu sors pour aller respirer un coup dehors, là, tu n'as jamais fait ça. Je vais te conter une anecdote. On est allé au Costa Rica avec un autre couple d'amis. On a loué un auto pour on a traversé le Costa Rica. Puis mon ami est plus colérique. Il conduisait, puis à un moment donné, il s'est fait couper par un auto, puis là, klaxonnage, puis les gros mots, etc., etc. Et moi, ce que j'ai dit, c'est, ben, il est peut-être pressé, il s'en va rejoindre sa femme qui est en train d'accoucher à l'hôpital. C'est ça. Alors que moi, quand quelqu'un me coupe, je me dis, ben, il est plus pressé que moi, il y a une urgence, il a reçu un appel dans la maison, la petite est malade à l'école.
À la place de me dire que c'est un effronté et qu'il ne sait pas vivre, je ne sais pas ce qu'il vit, cette personne-là. Puis déjà, en changeant cette mentalité-là, en me disant, ben, la personne elle vit quelque chose, elle a besoin de me couper, ben, moi, ça fait que ça ne me stresse pas pendant 10 minutes. Puis ça fait que je suis une personne qui est plus heureuse. Puis c'est drôle parce que mon ami, j'étais allé dîner chez eux l'autre fois, puis il me disait, je pense à toi souvent, là, quand je suis dans le trafic, je m'en vais à Montréal, là, puis là, je me fais couper 3 fois, là, je me dis, ah, JF, il dirait qu'il est pressé, là, il s'en va à l'hôpital, il y a une urgence. Tellement vrai, oh my God. Mais j'aime beaucoup cette façon de voir et juste en passant, je te rappelle, c'est la dernière fois que tu portais le prénom de mon père s'appelle François. Ouais. Et mon père, quand j'ai eu mon permis, tu sais, t'es pas toujours habile là quand tu viens d'avoir ton permis, tu as toujours besoin de quelqu'un pour te... Et une leçon que mon père m'a apprise, euh, c'était que si quelqu'un essaie de me dépasser, soit il me klaxonne, soit il me colle trop, soit il me dit, Brice, tu le laisses passer. Laisse-le passer parce que tu sais jamais ce qu'il est en train de vivre à l'instant. C'est pas, justement, tu as donné plusieurs exemples. Là, mon père évidemment, il n'a pas cité tout ça, mais ce qu'il m'a dit, c'est que tu sais pas ce que la personne est en train de vivre. Si elle le fait, c'est pour un but. Elle a peut-être quelque chose d'urgent voilà, elle veut rattraper le temps, elle veut aller plus vite. Donc, dès que quelqu'un te colle ou bien quelqu'un veut passer, laisse la personne passer. Elle en a besoin. Et je pense que oui, c'est une... moi aussi, dans le cadre de la conduite, notamment du Cameroun d'où je viens, où les routes sont un peu plus étroites qu'ici et tout, donc rapidement, on a du trafic, on a des embouteillages et tout, c'est pas évident. Et puis parfois, les gens essaient de se faufiler. Et moi, avec le conseil de mon père, j'ai appris aussi à ne pas... Il est rare que, voilà, que je m'emporte au volant, c'est rare. Je comprends que justement, les gens ont peut-être une urgence, quelque chose. Mais c'est très, très bien. Le fait pour toi de pas d'être quelqu'un qui se met très, très difficilement en colère, ça, c'est excellent. C'est une grande, grande, grande qualité. Et bon, dans le cadre de la conduite, tu nous as donné un exemple, tu m'as donné un exemple de façon de changer de perspective. Mais globalement, dans la vie, là, si je te dis, qu'est-ce qui fait que tu arrives à te retenir, à te contenir? Est-ce que tu as appris ça? Est-ce que tu as des outils, des secrets? Ben, j'ai eu une compagnie de soutien technique informatique pendant 15 ans. Donc, premièrement, en informatique, ça prend de la patience. Si tu OK. t'impatientes quand tu rencontres une problématique que tu n'es pas capable de régler ou que tu as des défis à régler, même si tu l'as réglé 40 fois avant, puis cette fois-là, ça ne fonctionne pas, ben, tu ne peux pas prendre l'ordinateur, le pitcher à terre puis dire. Puis après ça, il y a aussi la gestion des employés. Quand tu n'as pas le droit de battre les employés. Ouais. Des fois, tu as le goût. Des fois, tu as très, très, très envie. Mais tu peux pas. Donc, tu apprends à contenir ta colère, puis essayer de discuter, puis de faire comprendre ton point d'une autre façon que de juste te choquer, là. Wow. OK, good. Donc, c'est pas venu de cette capacité à gérer cette intelligence émotionnelle que tu as, n'est pas venu de ton enfance, de tes parents, mais c'est plus quand tu es entré dans l'univers professionnel que tu t'es vraiment rendu compte que ça prend de la patience. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'avais 2 grandes sœurs plus âgées que moi, donc il y a beaucoup de colère. OK, je te comprends. Toi aussi, je pense que tu avais beaucoup de frères et sœurs, hein? Oui, c'était plus des... ouf, moi là, c'était plus des cousins. Parce qu'on a grandi à la maison, mon papa il avait des cousins qui habitaient à la maison presque tout le temps. Moi, je suis l'aîné, le plus grand de mes frères et de mes sœurs. J'étais le plus grand, mais j'avais mes cousins qui étaient là plus âgés que moi et puis vraiment, c'était des coups là. C'était vraiment des coups, beaucoup de couleurs. Et ouais, quand tu parles, je comprends parce qu'on en a un qui s'appelle Tonton Emmanuel là, qui était vraiment... un colérique de chez colérique, là. Mais écoute, c'était sa nature et puis peut-être il n'avait pas assez travaillé dessus, donc je te comprends très bien. Et est-ce qu'à un moment donné, dans ton rendu là où tu es rendu aujourd'hui, il y a une situation, un événement où tu as pris une décision, après tu as dû la regretter?
regretter ou peut-être que le regret peut être un peu fort, mais une décision que tu as prise et tu te dis, OK, si la situation se reproduisait, je prendrais au moins une autre décision là. Une des choses que je fais souvent, moi, c'est dire oui. Il faut apprendre à dire non à un moment donné, parce qu'on a tous le même nombre d'heures dans une journée. Ouais. Puis les heures qu'on passe à... tu sais, je suis membre de 4 regroupements de gens d'affaires. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je suis aussi impliqué dans chacun des 4 que si je n'avais eu seulement qu'un? Probablement pas. Bon, est-ce qu'on se limite à un? Est-ce qu'on en fait 2, 3? Mais tu sais, 4, à un moment donné, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'événements. Ça fait qu'on n'est pas souvent à la maison. Mhm. Puis, fait que peut-être apprendre à dire non plus souvent. Ouais, ouais. OK, good, good. Euh, pour toi, à ton avis, en tant qu'humain, quand tu rentres en contact avec d'autres humains, qu'est-ce que tu recherches en premier? Quand tu rentres en contact avec un humain pour la première fois, qu'est-ce que tu recherches en premier? Ben, je cherche une complicité. Je veux que ça fonctionne bien, que ça clique, qu'on s'entende bien, qu'il y ait un respect mutuel. Être bien avec la personne. Si tu es bien avec la personne, tu as l'impression que tu peux partir en voyage pendant une semaine avec, ben, ça va être une relation plaisante. Mais si la personne te tape ses nerfs après quelques minutes, ben, je pense qu'il y a une incompatibilité. Donc là, on réajuste. Ouais. Au moins, je te tape pas sur les nerfs. Non, c'est pas ça. Là. Ça me rassure. Mais tu n'aurais pas accepté l'invitation, c'est sûr, parce que... Écoute, génial. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a des choses que toi, tu peux faire de ton côté pour aider ces personnes-là dans quelque chose que tu vois qu'elles fait et qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas avec toi? Par exemple, tu rencontres une personne pour la première fois que tu la rencontres, tu la découvres, et puis mais tu vois qu'elle a peut-être une attitude ou une façon de faire qui ne te plaît pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? J'ai arrêté d'essayer de changer les autres. OK. Quand j'étais plus jeune, j'avais des conjointes que j'essayais de changer. Je disais, ben là, cette attitude-là n'est pas bonne, tu devrais faire plus ça, puis tu devrais changer cette attitude-là ou essayer de faire plus d'efforts de ce côté-là. Ouais. Mais les changements, il faut qu'ils viennent de l'intérieur. Il faut que les gens veuillent le faire. Fait que oui, je vais m'impliquer avec des mentorés ou des gens qui me demandent de les aider professionnellement ou personnellement. Mais rencontrer quelqu'un dans un 5 à 7 puis lui dire que il devrait changer, je trouve que ça n'a pas sa place. Là. Ouais, c'est sûr que si c'est une première rencontre comme ça, effectivement, ça n'aurait pas effectivement sa place. J'ai échangé avec quelqu'un qui me disait que lui, il a une façon de faire de façon subtile. Par exemple, tu sais, quand on parle de réseautage d'affaires, tu es membre de plusieurs regroupements d'affaires. Quelquefois, tu arrives et tu as l'impression qu'il y a une personne qui... C'est que du moi, et ne permet pas aux autres de parler, quoi. Et si c'est ce genre de personne que tu rencontres, j'imagine que c'est une attitude que tu n'aimes pas beaucoup, qui n'est pas très intéressante. Comment est-ce que tu gères ça face à une telle personne? Ben, c'est la façon dont elle est. Je ne sais pas de la changer. Euh, je pense qu'il faut accepter les gens comme ils sont. Si elle est tout le temps moi, peut-être qu'elle a vécu des choses dans sa vie ou qu'il a vécu des choses dans sa vie qui a fait qu'ils ont manqué beaucoup de moi, puis maintenant ils ont besoin de ça pour s'équilibrer. Ouais. Tellement vrai, j'aime bien cette façon de voir, effectivement, tellement vrai. Je pense ça veut dire que ces personnes-là, elles ont besoin de ça, peut-être effectivement, pour s'équilibrer. Jean-François, dans ton, euh, dans ton métier au quotidien, tu es dans la cybersécurité, tu aides les gens à mieux se protéger. J'aime beaucoup ton slogan, ce n'est pas est-ce qu'on va être piraté ou attaqué d'un point de vue informatique un jour, mais c'est plutôt quand est-ce que ça va arriver, parce qu'un jour, ça arrivera définitivement. Oui. C'est quoi les plus gros défis que tu rencontres lorsque tu essaies d'aider les gens à comprendre ce message-là? C'est de les aider à réaliser qu'ils ont besoin de se protéger. OK. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui me disent dans des événements, « Ah, ben, j'ai pas besoin de tes services, GF. Moi, j'ai
j'ai un antivirus, puis mon mot de passe, il y a un point d'exclamation, puis des chiffres. Ouais, mais c'est plus ça, là. Ça, c'était du 2020, du 2025. En fait, 2010, tu pouvais avoir ça. Aujourd'hui, tu peux plus avoir un mot de passe simple comme ça. Puis malheureusement, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Ouais. Puis Ouais. ils vont souvent faire confiance à certaines personnes qui vont leur dire oui, oui, moi je m'en occupe, puis tout est beau. Alors que, honnêtement, ça fait 3 ans que je me promène dans des entreprises. J'en ai pas rencontré une qui était bien protégée. OK. Puis il n'y a pas une entreprise que j'ai accompagnée qui m'a dit GF, c'était trop long, j'ai perdu mon temps, j'ai rien appris. On a, dans 100% des entreprises que je suis allé, il y avait une situation X, on a mis en place des mesures de protection, on a corrigé certaines choses, il y a une situation Y, puis les gens sont contents de l'avoir fait parce qu'ils dorment mieux. Mais souvent, je vais rencontrer des entrepreneurs, je vais leur dire, ils ne savent pas. Fait qu'ils vont me dire, je sais pas, quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, ah, moi, tout est dans les nuages, fait que c'est pas ma responsabilité, c'est leur responsabilité. C'est pas vrai. Il y a 83% des fuites de données qui viennent du nuage, public ou privé. Puis, tu es quand même responsable des données que tu mets dans le nuage parce que c'est toi qui les collectes. Fait que les gens ont entendu parler de la loi 25, ils ont su qu'il fallait faire certaines choses, mais soit qu'ils ne sont pas prêts à faire les efforts, ou ne sont pas prêts à prendre le temps. Des fois, ça peut être une question d'argent, mais ça coûte bien plus cher de te faire pirater que de mettre un petit peu d'effort pour essayer de protéger ton entreprise. Wow. C'est Ouais. ça qui est frustrant, c'est d'essayer de convaincre les gens de me laisser les aider. Oui, oui. OK. C'est comme s'il y a quelqu'un au volant d'une voiture, là, tu vois très bien qu'il est en train de peut-être somnoler, il est fatigué, tu lui dis, écoute, laisse-moi t'aider à conduire. Là, il te dit, non, non, je vais continuer, tout va bien. C'est ça? Je tiens toujours le volant, là, donc je peux avancer. C'est ça. C'est ça. Mais écoute, l'une des choses que je te suggère de faire justement pour amener ces personnes-là à réaliser à quel point elles sont à risque, eh bien, c'est d'adopter le storytelling que tu sais que je pratique parce que ça va permettre 3 choses. La première, c'est que les gens vont être plus à l'écoute parce qu'ils aiment bien écouter des histoires. Deuxième chose, ils vont pouvoir visualiser, voir concrètement à quel point ils sont à risque. Et troisièmement, ils vont pouvoir ressentir émotionnellement, parce que c'est l'humain. Hein. À la fin de la journée, c'est, oui, tu aides les entreprises, mais davantage des humains, parce que c'est les humains qui opèrent, l'entreprise appartient à des êtres humains, etc. Donc, de pouvoir ressentir l'émotion qui est attachée à ce qu'ils ont vu, mais ça, définitivement, ça peut créer un déclic chez la plupart des gens. Parce que l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. L'émotion, c'est émovere, c'est-à-dire mettre en mouvement. Ça, c'est son sens étymologique, émovere. Et donc, une fois que tu es capable de stimuler les émotions chez les gens, ben il est fort probable que tu les amènes à bouger, à passer à l'action. C'est l'une des façons de les convaincre, de les persuader facilement. Il y a une activité que tu fais, tu es très bon là-dedans, c'est le mentorat. Mhm. Et moi, j'ai envie de te demander d'où te vient ça en tant qu'humain? Pourquoi tu aimes mentorer les gens? Ben, premièrement, moi, depuis que j'ai parti ma première entreprise dans les années 2000, dans le début des années 2000, j'ai toujours eu des mentors. Un, c'était mon partenaire avec qui on allait dîner à tous les jours, puis on réinventait notre entreprise tout le temps. Il y en a d'autres qui c'est des célébrités aux États-Unis ou ailleurs au Canada que je vais suivre sur les médias sociaux, qui vont de façon régulière. Et une fois que j'ai eu assez d'expérience en entreprise, j'étais allé à la Chambre de commerce, puis j'ai dit, ben, je veux redonner à mon tour, aider. Puis j'ai eu des dizaines de diades. Diade, c'est quand on jumelle un mentor avec une mentorée ou un mentoré. OK. Et c'est ça. Puis en même temps, quand tu accompagnes une entreprise, ben, c'est le fun parce que tu revis un petit peu ce que tu vivais quand tu as parti de ta première entreprise. Tu les vois faire les erreurs que tu faisais. Tu les vois prendre des décisions qui sont peut-être pas réfléchies ou qui manquent d'expérience. Justement, j'ai rencontré une de mes mentorées hier, puis je disais dans tes yeux, tes jeunes yeux, elle riait, elle dit les jeunes yeux, oui, dans tes jeunes yeux, moi j'ai vu, t'es conseiller municipal pendant 6 ans, là, j'en ai rencontré des organismes, puis j'en ai entendu des histoires.
Puis elle rencontre des organismes, puis là, elle disait, je comprends pas pourquoi ils pensent de même. Ben c'est ça. C'est parce que tu as des jeunes yeux, puis tu vois pas avec des vieux yeux comme moi. Tellement vrai. OK, génial. Ben, écoute, c'est bien, tu le fais si bien, continue comme ça. J'ai envie de te demander, Jean-François, c'est quoi l'un des plus gros défis que tu as rencontré en tant qu'être humain? Un défi qui est venu chercher ton aspect humain à l'intérieur de toi. C'est quoi? Ça peut être un défi dans le domaine professionnel, privé, amoureux, ce que tu veux. Le plus gros défi, ben, ça a été de perdre mes élections. OK. Ouais, parce qu'avant ça, j'étais 15 ans en affaires, après ça, j'enseignais. Je me suis lancé en politique. J'ai fait 6 ans de la politique municipale. Puis c'était bien. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller à la mairie. Puis selon moi, ma perception à moi des choses, j'avais coché toutes les cases pour être capable d'être celui qui avait fait tout ce qu'il fallait faire pour être capable d'aller chercher ce poste-là. Puis malheureusement, malgré beaucoup d'efforts, malgré l'équipe, malgré le programme, malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai pas gagné. Puis après ça, quand tu perds, c'est spécial parce que tu pars de... tu as 50 personnes qui t'appellent à chaque jour à plus un appel. À part la secrétaire qui t'appelle. Ouais. Du jour au lendemain, c'est fini. Ben, c'est pas vrai, il y a encore des citoyens du district du Lac-Beauchamp qui m'appellent pour me dire que les poubelles n'ont pas été ramassées. Là. Je leur dis, ça fait depuis novembre 2021, je suis plus ton conseiller municipal, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est ça, il n'y a plus rien. C'est sûr qu'il y a des amis, de la famille, tout ça, mais fait que tu passes d'un mode de vie qui va très, très vite, qui change à tous les jours, il faut que tu priorises tout le temps des événements, des activités, à tu es seul chez vous, puis tu classes tes choses que tu es allé dans ton bureau. Wow. Wow. Fait qu'il y a une période d'adaptation, de se réimpliquer. Puis après ça, ben, ce qui est le fun, c'est que je suis parti avec un tableau blanc. Ben, j'aurais pu repartir une compagnie de soutien technique informatique, j'aurais pu aller au gouvernement, j'aurais pu retourner en politique à un autre niveau, j'aurais pu faire tout ce que je voulais. Fait que là, j'ai fait une introspection pendant quelques mois, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Puis là, j'ai une opportunité de rédiger un programme national en cybersécurité. Et je me suis dit, après l'avoir fait, c'était un document qui était vraiment ça d'épais avec des niveaux de maturité, des processus de contrôle. Puis après avoir fini ça avec un de mes partenaires, je me suis dit, comment est-ce que la petite entreprise va se protéger? Qu'est-ce qu'il y a en place pour protéger la petite entreprise qui ne va pas passer 9 mois à étudier la cybersécurité et la protection des renseignements personnels? Fait que j'ai créé un cours spécifiquement pour accompagner les PME et les très petites entreprises. Wow. Et quand tu es passé à travers cette non-victoire-là au niveau de la mairie de Gatineau, quelle a été, selon toi, la stratégie que tu as mise en place? C'est quoi les ressources que tu as cherchées qui t'ont aidé à passer au travail? Parce que, comme tu le dis, c'est l'un des plus gros défis que tu as rencontrés. Comment est-ce que tu as fait pour passer à travers? Oh, je me suis enfermé dans ma cave, je me suis mis à faire des NFT, je me suis mis à miner de la crypto-monnaie, je me suis mis à me renseigner sur toutes sortes d'affaires technologiques. Puis en même temps, ben, j'explorais un petit peu dans quoi je voulais m'en aller jusqu'à temps que l'opportunité de la cybersécurité arrive. Ça faisait déjà 15 ans que je faisais de la cybersécurité dans mon entreprise, mais c'était pas vraiment de la cybersécurité. On mettait des petites mesures de protection, mais vraiment faire de l'accompagnement, d'accompagner l'entreprise au complet, on faisait pas ça. Fait que l'opportunité est arrivée. Puis je me suis dit, avec la loi 25 qui s'en vient, avec la hausse des cyberattaques, la publicité va se faire tout seul dans les médias. Tout le monde va avoir besoin de se protéger. Fait que je me suis dit, mon plan d'affaires était très facile à faire. OK. Donc, en fait, ce qui t'a permis de passer au travers, ça a été pour toi de te refocuser, de shifter ton attention sur toute autre chose. Donc, tout ce qui était nouveau comme les NFT, blockchain et tout ça, crypto-monnaie. Et puis, ouais, OK, good. Good. Définitivement, très bon point. Et j'ai envie de te demander, c'est quand la dernière fois où tu as
pleurer, non pas de joie, mais peut-être de tristesse ou de chagrin? Ou c'est quand la dernière fois, aussi longtemps que tu te souviennes? Ça fait 15 ans que j'étais avec ma conjointe, puis elle m'a jamais vu pleurer. Fait que c'est très, très rare. Ouais. Peut-être une petite larme qui coule pendant un film une fois de temps en temps, mais non, ça fait très longtemps. Et si tu devais te rappeler, ce serait quand tu étais encore, je sais pas moi, à l'université. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as vraiment chialé, là, tu as dû prendre un mouchoir pour... Ah, j'étais adolescent, une peine d'amour, une adolescente, il y a très, très, très longtemps. OK, Ouais. parfait. Mais définitivement, ouais, tu pleures pas beaucoup. C'est bien, c'est Ouais. bien, c'est l'humain. Il y en a comme ça. Mon père était dans l'armée, donc OK, j'ai OK. été élevé, un petit gars de l'armée, un petit gars de... Un homme ne pleure pas, on t'a dit C'est ça? ça, c'est ça. Un homme ne pleure pas. Ouais. J'ai braillé beaucoup quand j'étais jeune, là. J'avais 2 grandes sœurs, comme je te dis. Fait que j'en ai pleuré une shot. Mais à un OK. moment donné, quand jeune adulte, je me suis dit, puis je vis une très belle vie, j'ai pas de raison de pleurer pour l'instant. Wow. Wow. Mais c'est bien, c'est bien et c'est tant mieux. Écoute, on va bientôt terminer cet entretien. Si moi, en général, je demande à mes invités, est-ce qu'ils ont une question à laquelle ils auraient aimé répondre en tant qu'humain que je ne leur ai pas posée? Non, je trouve qu'on a fait un bon tour du chapeau. On a une bonne échange. Je suis vraiment content d'avoir participé. Je te remercie pour ton invitation. Puis, je pense qu'on a couvert ce qu'il fallait. OK, Haddad. Et si tu devais me poser une question, ce serait quoi? Sur les humains ou sur toi? Ce que tu veux. OK. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a inspiré à me demander de venir te rencontrer? La question que la plupart des gens posent, effectivement, pourquoi tu m'as choisi? Non, mais la réponse est dans l'intro de cette belle émission, de ce beau podcast, L'Humain d'abord. C'était effectivement le fait que ça fait un moment que je te côtoie, à peu près 3 à 4 ans que je te côtoie. Et comme la thématique, c'est l'humain, moi, j'ai découvert que tu étais un humain qui m'inspirait et avec qui j'aimerais passer du temps à échanger, à comprendre davantage ce qui t'anime. Parce que oui, on se voit presque toutes les semaines, mais on n'a jamais eu le temps de se parler comme ça, juste tous les deux pendant autant de temps. Donc, c'est ça que je voulais. Et puis, j'étais persuadé aussi que si tu m'inspires à travers ta façon d'être, parce que tu as passé de très, très beaux messages aujourd'hui, je te remercie vraiment. Ben, tu peux inspirer aussi ma communauté, les personnes qui me suivent. Et c'est pour ça que je t'ai sollicité et je te remercie de m'avoir dit oui. Ça me fait plaisir. Puis on ira luncher quand tu veux. Oh, merci beaucoup, Jean-François. Écoute, on va le faire. Et puis, merci pour ce temps précieux. J'espère que tu as aimé ton moment et que tu reviendras prochainement si je te rappelle. Bien sûr. Merci. OK, good. Merci beaucoup d'avoir regardé cette autre édition du podcast L'Humain d'abord. On accueillait Jean-François, qui est un humain tel que vous l'avez découvert, avec plein de qualités dont on peut s'inspirer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ce podcast. Et puis aussi et surtout, si vous avez aimé le contenu, sachez qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut aussi aimer, qui peut être impacté par le contenu. Donc, juste partager, s'il vous plaît. Et on va contribuer à ce que la chaîne d'impact de Jean-François ne s'arrête pas à ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Ici on parle de l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain avec Brice. Brice c'est l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain d'abord.